Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo, une émission, vous le savez maintenant, coproduite par Bismart et Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour Eva, et oui, nous sommes lundi, je suis ravi de démarrer cette semaine avec vous, un début de semaine qui va être dédié, Eva, aux thématiques de la Tech Imo, la technologie appliquée à l'immobilier est désormais incontournable, vous le savez. La technologie, c'est aussi l'étude des outils qui sont à notre portée, en l'occurrence quelle technique, quel procédé, quel montage pour atteindre la performance en matière d'immobilier. Tout à fait, on va parler de tout ça Sylvain. Nous évoquerons ensemble dans un instant les règles communes pour faire un bon investissement locatif, mais également les procédés relatifs à la vente d'un bien immobilier aux enchères. Et pour ce faire, nous accueillerons nos deux invités, Stéphane Descartier d'abord, fondateur de la Maison de l'Investisseur, ainsi que Louis Duclary, CEO et cofondateur d'Enchères Imo. Vous l'aurez compris, la Côte Imo, c'est parti. Et bien voilà, de retour sur le plateau de la Côte Imo avec Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane Descartier. Bonjour Sylvain, bonjour Eva, bonjour Voilà. à tous. Fondateur de la Maison de l'Investissement. Alors justement, l'investissement locatif, c'est une question qui peut se poser pour différentes raisons au cours d'une vie. Ça peut être l'investissement en vue de la retraite, par exemple, de se faire des compléments de revenus ou de la plus-value. C'est pas toujours évident de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, vous le savez Stéphane, fiscalement qui... Aujourd'hui, on le voit en poupe. Je fais allusion notamment pour le neuf avec le Pinel Plus maintenant. On a une succession de dispositifs qui portent chacun le nom d'un ministre, comme si finalement il était de bon ton qu'un ministre appose son loi sur une loi fiscale. D'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, première question que je peux vous poser, qui est de néophyte, à qui s'adresse l'investissement locatif? Est-ce qu'il existe un profil type? Comment on définit le modèle de l'investisseur ou le profil de l'investisseur, Stéphane? Alors aujourd'hui, l'investissement locatif s'adresse à beaucoup de profils, mais je dirais à la limite aujourd'hui à tous ceux qui sont finançables ou qui ont éventuellement du cash à mettre dans une opération. Bon, il n'y a pas mieux pour créer du patrimoine ex nihilo, grâce notamment au levier bancaire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore le seul placement que vous pouvez faire, avec la création d'entreprises, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, avec le levier, effectivement, de la dette. Et c'est, alors, pour le coup, aujourd'hui, un excellent moyen de se protéger de l'inflation, parce que l'inflation arrive et on est parti quand même pour quelques années d'inflation, et l'immobilier prend l'inflation. En France, depuis l'après-guerre, on n'a jamais eu de décennie qui n'ait pas pris l'inflation. Même la pire décennie, 91-2001, l'immobilier prend l'inflation. Donc c'est quand même un excellent moyen de se protéger de l'inflation. Et on est toujours, encore aujourd'hui, dans des conditions de taux ultra négatifs, puisque, vous le savez, Sylvain, on va faire, bon an, mal an, 5% d'inflation cette année, et on emprunte encore à 2%. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu une configuration comme ça. Pourtant, dans la perception du public, effectivement, tous les économistes de base vont comprendre que ce sont des taux d'intérêt négatifs quand on est au-dessous de l'inflation, mais le public, lui, ne le perçoit pas de cette façon-là. Non, parce que les années... Force est de constater qu'on a une perte significative du pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Et le ralentissement de la primo-accession, c'est pas neutre. Non, tout à fait. C'est clair. Mais pour l'investissement locatif, c'est vrai qu'avec les loyers en face qui vont avoir tendance à augmenter, qui vont suivre l'inflation au bon an, mal an, même s'il est peut-être question si on parle de les freiner. Des IRL. Alors, les geler peut-être pas, mais en tout cas, mais oui, de bien le sûr. freiner. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que les gens ne se rappellent pas, et il faudrait peut-être qu'ils interrogent leurs parents, parce que dans les années 70-80, nos parents ont payé leur maison, leur appartement en des temps records. Puisque quand il y avait de fortes années d'inflation, la dette était diluée quand même de façon extrêmement rapide, ce qui fait que les charges de remboursement s'allégeaient d'année en année. Et je vous parie, Sylvain, que dans quelques années, on regrettera de ne pas avoir pris plus de dettes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'inflation explose, on a encore des taux ultra bas, et on regrettera, je vous le dis, on en reparlera, on regrettera de ne pas avoir pris de dette. À Paris il y a 20 ans, oui, quand on est arrivé. Tout à fait. Alors, dans ces temps... Restons sur la même trajectoire, si vous voulez bien. Dans ces temps qui laissent présager finalement la désertion des investisseurs, on le voit bien quand même, des ralentissements qui sont liés au durcissement des octrois de crédit. Vous le savez, les injonctions du HCSF sont extrêmement claires. Avec, alors, première contrainte. Deuxième contrainte, on voit une espèce d'inflation de l'encadrement des loyers dans les grandes métropoles. Donc, mythe ou réalité, pour l'instant, le bilan
il est quand même plutôt en demi-teinte. Ouais. La rénovation énergétique, ça y est, Ouais. c'est fait. Mmh. 1er juillet, on est dans le moratoire. Oui, tout à fait. Ça va durer jusqu'à 2034 sur les 7 Tout à fait. lettres énergétiques. Alors, question d'investisseur basique, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir en zone dite tendue, gros agglos, grande agglos, ou plutôt des zones détendues? Alors, juste un mot sur le HCSF, c'est quand même assez incompréhensible que l'État donne des avantages, notamment fiscaux, ou donne des avantages aux investisseurs pour créer du logement, et que de l'autre côté, il coupe les robinets du crédit, puisque le HCSF, tout le monde a bien compris que c'est l'État, on est bien d'accord, c'est la Banque de France et Bercy. Tu ne peux pas faire plus l'État que ça. Donc l'État encourage d'un côté, mais freine de l'autre. Va comprendre Charles, hein, c'est quand même un peu incompréhensible. Alors pour revenir à ce que vous disiez, zone tendue, zone détendue. Je fais surtout allusion à l'exode urbain, Oui. entre guillemets, Oui, tout à fait. qui a revitalisé certaines régions. Et vous le savez, puisque vous vivez dans une région Tout à fait. qui était en berne démographique Tout à fait. et qui retrouve des couleurs Tout démographiques. à fait. Tout à fait. Je trouve ça assez anecdotique sur le principe, parce que c'est même une ironie du sort, que certains territoires qui étaient un peu laissés pour compte redeviennent aujourd'hui hyper bankable pour l'investissement. Ben, ce qu'on a vu depuis le Covid notamment, mais moi je l'avais déjà remarqué, j'avais déjà soulevé cette impulsion-là. C'est-à-dire qu'on est allé trop loin, notamment sur les prix pour les grandes métropoles. Paris aujourd'hui baisse, les grandes métropoles vont stagner en prix, c'est à peu près sûr. Les villes moyennes, les zones détendues, j'allais dire, vont au moins se tenir. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de fortes augmentations des prix. L'année dernière, on a eu une forte augmentation des prix sur les villes moyennes. Je ne suis pas sûr que ça suive véritablement. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans les zones tendues, très tendues, les grandes métropoles, on peut déléguer la gestion sans trop de difficultés. En revanche, dans les zones détendues, il faut absolument être sur place. C'est un investissement de proximité. Et ça, je dirais que l'investissement locatif, il faut toujours raisonner proximité. Je n'ai jamais... C'est-à-dire investir près de chez soi ? Investir près de chez soi, tout à fait. J'ai jamais vu aucun Marseillais faire fortune dans l'immobilier à Paris ou aucun Lyonnais développer de gros patrimoine à Lille. Il faut travailler dans son jardin. Si on passe par un CGP, un gestionnaire de Oui, patrimoine, les gestionnaires. ou un professionnel qui fait des investissements pour le compte de tiers, tout à fait. on n'est pas obligé d'habiter à côté. C'est très bien la gestion déléguée. Moi-même, tout ce que j'ai en locatif, j'ai un gestionnaire. Mais le droit français est quand même tellement, et notamment la protection du locataire, ou le droit, notamment sur le logement, est tellement, disons les mots, ubuesque, que régulièrement, il faut reprendre la main. Parce que, c'est terrible de dire ça, mais un gestionnaire sera obligé de suivre scrupuleusement tous les textes qui sont parfois kafkaïens. Juste un exemple, j'avais égrené sur une chaîne concurrente un jour que vous connaissez, Sylvain, les 7 étapes quand vous avez un locataire qui part, ce qu'on appelle à la cloche de bois. Oui, oui. Vous connaissez ce principe. Oui, ça arrive tout le temps, en tant que bailleur. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui part sans payer. Voilà. La nuit, si possible. Mais surtout sans résilier son bail. Oui. C'est ça, surtout, le problème. Parce que juridiquement, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas entrer dans l'appartement. Mais tout à fait. Bien évidemment. Donc, si vous suivez les 7 étapes, et votre gestionnaire sera obligé de suivre les 7 étapes, c'est 1 an et demi, 2 ans, ça peut être plus long. Hein. Donc ça, tandis que si vous êtes un bailleur, que vous êtes sur place et que vous êtes tout à fait attentif à vos intérêts, vous reprenez la main. Et vous réglez le problème beaucoup plus rapidement. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut bien comprendre que l'investissement locatif, ce n'est pas une assurance vie. C'est pas je mets de l'argent comme ça. C'est pas un PER. C'est pas un PEA. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Alors justement, il faut s'impliquer. Vous me permettez cette transition. On a vu une infographie dans laquelle vous recevez une somme d'argent. Dans quoi investissez-vous? C'est une question qui a été posée. Eh bien, 68% dans un logement pour le louer. 15% dans l'assurance vie, 10% dans les formules d'épargne sécurisées comme le livret A, incroyable, le livret A, qui rapporte rien, et 7% sur les marchés financiers. C'est une source, voilà, tous les 4-5 ans, c'est le Crédit Foncier qui avait sorti cet élément-là. On voit bien que l'immobilier ou le droit de propriété à la française, ça a toujours aujourd'hui la cote, ça reste le placement préféré des Français. Est-ce que vous pensez qu'au vu de des conditions actuelles, qui tendent à dire aujourd'hui maintenant à démembrer la propriété, à essayer de peut-être différencier finalement le droit de propriété tel qu'on le connaît aujourd'hui, fait fuir les investissements ou toujours pas? Et en plus, dans des conditions économiques aujourd'hui où la pierre reste quand même une valeur refuge.
Non, il y a toujours de l'appétit pour la pierre. Alors spécialement pour la résidence principale, ça c'est sûr, parce que les gens, notamment à la retraite, il faut être propriétaire de son logement pour la retraite. Ça, tout le monde l'a bien compris. Pour l'investissement locatif, le marché est là, malgré les bâtons dans les roues, entre guillemets, notamment que met le HCSF, ou les signaux qui sont vraiment pas terribles, qui sont envoyés aux bailleurs, notamment le plafonnement des loyers, ou peut-être le plafonnement de l'IRL, etc. Bien, je dirais que malgré tous ces signaux qui ne sont quand même pas extraordinairement positifs, la demande est là. La demande est toujours là, mais c'est vrai qu'on est un petit peu aujourd'hui perdu parce que notamment les signaux sont contradictoires. D'un côté, on pousse les investisseurs à réaliser des investissements locatifs. De l'autre côté, on les freine. Donc, j'avoue que on est un petit peu là à la croisée des chemins, à se demander où est-ce que les pouvoirs publics veulent nous emmener, veulent en tout cas emmener les investisseurs. Je vous avoue que c'est un petit peu incompréhensible aujourd'hui. Moi, j'ai une question, Stéphane Descartier, sur la manière dont on loue son bien. On n'a pas parlé nu, meublé, ou même de la manière dont on va le louer, à qui, comment. Ouais. Voilà. Quel conseil vous donneriez là-dessus ? Alors, fiscalement, le plus intéressant, c'est le meublé, c'est sûr, parce que si on loue en nu, c'est extrêmement difficile en termes de fiscalité. Donc, ça rentre tout de suite dans sa tranche d'imposition, plus la CSG à 17,2. Donc, on est très vite sur des rendements qui vont être laminés par les impôts et la CSG. Le meublé, c'est plus intéressant parce que soit vous prenez un abattement, soit, ce qui est encore mieux, vous allez amortir vos biens, donc sur longue période, mais ce qui permet de créer une rente défiscalisée, ce qui permet de défiscaliser vos revenus qui seront à ce moment-là dans du BIC. Donc le meublé est plus intéressant, mais il faut faire attention quand même sur le meublé parce que c'est tellement intéressant et tout le monde le voit, et les constate tellement que il y en a beaucoup. D'ailleurs, il n'y a plus une petite surface dans Paris qui n'est pas en bas meublé. Nous sommes d'accord. C'est fini les beaux vides. Nous sommes d'accord. Et aujourd'hui, un T2 nu se loue plus cher qu'un T2 meublé à Paris, parce qu'il n'y en a plus. Donc les bailleurs ont bien compris. Quel est le bailleur qui veut plus d'impôts, moins de souplesse ? Parce qu'en meublé, l'avantage, c'est la souplesse. Bien aussi, sûr. C'est des mots d'un an, peut récupérer plus facilement, il y a moins d'impayés, etc. En tout cas, moins longtemps. Donc la possibilité de pratiquer un surloyer est possible en meublé ? Alors, surloyer, pas vraiment. On est aussi contraint par les plafonnements de loyer, mais les plafonds de loyer sont un petit peu plus élevés, effectivement, en meublé. Mais c'est vrai que il y a tellement d'avantages sur le meublé qu'il y a certains marchés qui saturent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop de meublés. Et je pense notamment à un truc qui est en vogue, mais qui commence à saturer un petit peu de partout, c'est la colocation. Je ne parle pas du co-living haut de gamme qui marche très bien et qui, à mon avis, promis un très bel avenir. Mais notamment la colocation, vous prenez le T4 dans une ville un peu populaire de 80 mètres carrés, vous mettez 5 chambres dedans, louées à 500 €, voilà, on vous affiche des rendements de 10%. Sauf que sur certains secteurs, il y en a eu tellement, notamment des formateurs YouTube et puis des gens qui en ont fait l'alpha et l'oméga de leur offre, qu'il y a plein de marchés qui saturent. Donc là aussi, la colocation, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment examiner le marché. D'où l'intérêt d'être accompagné par un professionnel, bien évidemment. Oui, bien sûr. Accompagné par un professionnel, mais en comprenant les choses et en étant quand même attentif à ses intérêts. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ne pas se reposer entièrement sur les professionnels. Il faut comprendre ce qu'on fait et il faut être prêt de temps en temps à mettre les mains dans le moteur parce que, encore une fois, les textes sont tellement parfois délirants qu'il faut parfois effectivement s'en occuper soi-même pour se sortir de situations qui peuvent être parfois un peu complexes. Merci Stéphane Descartier. Merci pour vos éclairages Stéphane Descartier, merci pour vos conseils. Rappelons que vous êtes le fondateur de la Maison de l'Investisseur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite dans la suite de la Côte Immo. De retour dans cette deuxième partie de la Côte Immo, on va parler d'enchères immobilières. On vous l'a promis, peu de personnes le savent, mais il est possible à tout propriétaire de vendre son bien immobilier aux enchères. Alors dans l'inconscient collectif, en effet, on pense que ces personnes n'ont d'autre choix que de céder leurs biens pour éponger leurs dettes, mais en fait non. Néanmoins, avoir un recours au système de vente aux enchères peut être une alternative dans un contexte de vente volontaire. On va en parler avec notre invité. Louis Duclary est avec nous. Bonjour. Cofondateur d'Enchères Immo. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. On va parler, voilà, moi j'ai juste ma première question, c'est un système qui est méconnu, c'est une manière de faire qui est méconnue aujourd'hui des Français.
vendre son bien immobilier aux enchères, connu, méconnu? C'est ma Oui, première question. Oui, en effet, je suis d'accord. Je pense que c'est encore un système assez méconnu. Après, finalement, c'est assez récent d'avoir en tête de vouloir vendre son bien comme ça sous forme d'enchères. Mais nous, en tout cas chez Enchères Immo, on a pour objectif de faire connaître ce système pour simplement que les propriétaires et les acquéreurs puissent simplement participer à ce type de vente. Quelles sont les particularités de ce système? Comment ça marche exactement? Voilà. Si moi, demain, j'ai envie de vendre mon bien aux enchères, qu'est-ce que je fais? Alors, comment ça fonctionne? Nous, déjà, chez Enchères Immo, on travaille avec des agents immobiliers ou des professionnels de l'immobilier qui vont vraiment être la pierre angulaire du système, puisqu'ils commercialisent des biens comme ils ont l'habitude de le faire. Simplement, ils vont pouvoir le faire sous une forme d'enchère avec notre outil. Donc, l'idée, c'est que l'agent immobilier va lui parler à son vendeur, comprendre son projet de vente et simplement lui dire, écoutez, si vous voulez, on peut mettre en place une vente interactive ou une enchère. Tout simplement, le processus ensuite va être assez simple. La commercialisation du bien par l'agent, des contacts, des préqualifications, des visites. Et ensuite, si les personnes sont sérieuses et qualifiées, l'agent les inscrit sur notre plateforme et jour J pourront participer. Sylvain, sur ce rôle de l'agent immobilier, Alors justement. c'est intéressant parce que vous n'étiez certainement pas né, mais une époque, quand on faisait les enchères à Paris, on les faisait à la bougie. Tout à fait. Les enchères à la bougie, qui sont tout à fait réglementées. Il y a encore aujourd'hui des ventes à la bougie. Alors le principe, Eva, c'est qu'on allume une bougie, et à la fin de la bougie, il faut que l'enchère soit faite. Voilà. Sinon, on rallume une bougie, etc. C'est le principe. Je trouve ça extrêmement lyrique, d'ailleurs, de faire une enchère là-dessus. Mais vous l'avez carrément industrialisé quelque part, parce que vous avez massifié avec vos dispositifs la possibilité d'y donner accès à tout le monde. Pourtant, l'agent immobilier fait partie du process dans cette vente. Comment vous le rendez interactif? Parce que ça, c'est comment vous engagez, en fait, la profession à aller dans ce sens-là. Et quel intérêt d'aller finalement sur des enchères quand on sait aujourd'hui, alors vous connaissez la question bien évidemment, que sur des zones tendues, ça se vend tout seul. Aujourd'hui, à peine mis en vitrine, c'est déjà vendu. Alors c'était vrai dans les zones tendues, vu les contraintes actuelles, c'est un petit peu moins vrai. On observe effectivement un ralentissement. Mais je prends un autre exemple. Vous avez d'autres startups qui ont été créées dans le même mouvement, vous savez, avec comme Cadran, par exemple, que vous connaissez bien, qui ont eu du mal et eu de la peine à trouver leur modèle économique, etc. Donc expliquez-nous, à la lumière d'ailleurs de l'infographie que l'on va voir, la part des agents immobiliers ayant plus de la moitié de leur portefeuille en mandat exclusif a été multipliée par 3 en 5 ans, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, pour les agents immobiliers. Et dans ces chiffres-là, on voit particulièrement justement l'appétence, où on voit que ces mandats d'exclusivité trouvent leur sens dans les zones tendues. Complètement. Nous, ce qu'on observe, l'idée d'Enchères Immo, l'origine, la genèse, c'était simplement de se dire comment est-ce qu'on peut assurer à un vendeur et à des acquéreurs un prix de marché juste. Tout ça orchestré par un agent immobilier qui, lui, va orchestrer la vente. Faire quel intérêt de le mettre aux enchères, finalement? L'intérêt pour le professionnel, c'est d'optimiser le price, finalement? C'est d'arriver à optimiser. Alors qu'il est déjà très haut? Alors, ça va dépendre des marchés. L'idée, en si effet, on est c'est à de se 14 dire... 000 euros du mètre carré dans Paris, ce qui est la moyenne, notamment dans le sud de Paris, par exemple, on n'est pas à moins de 10 700 euros exactement, je vois pas l'intérêt de faire des enchères. L'idée, en fait, c'est vraiment d'optimiser. Oui, bien sûr. C'est dans un marché très tendu. Le but, en effet, c'est de se dire comment on fait pour avoir le meilleur prix possible. Parce que aujourd'hui, vous dites en effet, un bien rentré en exclu est vendu. Si il est vendu en 24 heures avec 10 contacts, peut-être que simplement, il aurait pu être un peu plus cher. Après, notre but, c'est pas de faire exploser le marché, parce que, à contrario, ce qu'on observe, les agents vont utiliser notre système dans 2 grands cas de figure. Un, capter du mandat, se différencier. Parce que oui, un bien rentré est un bien vendu, mais toujours faut-il le rentrer. Et comment est-ce qu'on le rentre? Avec des outils différents, en montrant au vendeur, en effet, qu'on a la capacité d'optimiser son prix de vente. Ou en tout cas, de lui montrer la réalité. Et donc, à la fois sur ce marché tendu, ça donne des ventes comme ça. Et d'un autre côté, sur des marchés un peu moins tendus ou un peu plus compliqués, ce qu'on va observer, c'est justement la promesse de l'agent immobilier à son client, c'est de lui dire, écoutez, nous, avec Enchères Immo, on a la capacité d'avoir le prix. Là, je comprends. Maintenant, si on n'atteint pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vendre. En zone détendue, je le comprends. Vous voyez, quand vous êtes sur Paris ou quand vous êtes à Bordeaux, à Marseille, déjà que c'est une tannée, une galère pour se loger, et que de plus en plus, on a des personnes qui accèdent de plus en plus tard à la propriété. D'où l'intérêt, comme le disait d'ailleurs Stéphane Descartiers, de s'endetter en ce moment. Donc je comprends que votre modèle fonctionne pour doper un marché qui est un peu atone.
Nous, on voit vraiment les deux Ou côtés. je me trompe? Non, D'accord. bah alors vraiment, on voit vraiment les deux côtés. Mais est-ce que vous avez, pardonnez-moi, Ouais. je continue, mais est-ce que vous avez une communauté qui fait qu'il y a du flux, il y a de l'audience pour pouvoir justement enchérir? Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, nous, on ne se voit pas comme un média. On est vraiment un outil qui permet de paramétrer son enchère et d'avoir une enchère interactive au sens où les participants, le jour J, se connectent, voient les offres des autres en temps réel, peuvent réagir, etc. C'est vraiment digital. Maintenant, pour la partie média, on ne va pas aller concurrencer des grandes plateformes de diffusion. On sait très bien que les acquéreurs sont sur ces plateformes-là. Maintenant, nous, le professionnel qui travaille avec nous va diffuser partout. Simplement, il va diffuser sur la base d'un prix de départ, généralement un petit peu attractif, un peu en dessous de son estimation. L'objectif, c'est d'aller chercher des acquéreurs sur un bien. Et on observe qu'aller chercher des acquéreurs, ça fonctionne aussi bien sur des marchés tendus que des marchés distendus. Pourquoi? Parce que sur un marché tendu, aujourd'hui, les acquéreurs, on en marre justement de voir des biens à 14 000 du mètre. Donc si on leur propose un bien peut-être à 12 000 ou 12 500, on va se dire, OK, pourquoi pas? Et derrière, on va laisser les acquéreurs faire le prix. Et ça marche à Paris? Ça fonctionne très bien, oui. Oui, Duclari, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez d'optimisation du prix, mais vous avez aussi dit rendre le prix plus juste. Oui, un prix plus juste. Pourquoi? Expliquez-nous ce mécanisme, justement. Pourquoi le prix serait plus juste avec ce format-là, ce mécanisme-là? L'objectif... Ça, c'est une excellente question. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Parce que la grande galère pour l'immobilier, c'est de fixer le prix, le prix juste. Mmh. Quand on est jeune et qu'on veut accéder à la propriété, qu'on peut louer, etc., on sait pas, effectivement. Mmh. Nous, notre objectif, vraiment, c'était de se dire, on veut faire interagir l'offre et la demande. D'un côté, vous avez des acquéreurs, d'autre côté, des vendeurs qui souhaitent le meilleur prix possible. Les acquéreurs souhaitent acheter normalement pas trop cher. C'est toujours l'objectif. Et simplement, on s'est dit, OK, sur un marché où il y a très peu de tension, il y aura moins d'acquéreurs. Donc, techniquement, ça va refléter dans le prix. Enfin, voilà, le prix sera peut-être un peu moindre qu'étant le vendeur, parce que très souvent, le vendeur, évidemment, on attend beaucoup. Sur un marché très tendu, au contraire, sur lequel le vendeur a aussi tendance à beaucoup attendre de son bien, parce qu'on attend toujours un petit peu plus que le marché, parce que c'est toujours la pépite. Là, à ce moment-là, même système, les acquéreurs vont pouvoir se confronter sur notre plateforme, de façon temps réel, digitale, ils voient les offres des uns et des autres, et se positionner en fonction de leur budget et de la valeur qu'ils donnent au bien. Et c'est ça le point qui est important, c'est de se dire que chacun aussi donne une valeur à un bien immobilier en fonction, si ça fait 1 an et demi que vous recherchez, vous n'en pouvez plus, vous êtes prêt peut-être à payer un peu plus. À l'inverse, vous êtes en début de recherche un peu moins, etc. Et finalement, ça va se refléter dans les enchères. Quel est le profil des deux côtés d'ailleurs, un côté vendeur, côté acquéreur, de gens qui privilégient ce format-là de la vente aux enchères? On est sur quel type de profil? Aujourd'hui, on est sur des profils assez similaires finalement à des gens qui font de la transaction, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs. On observe beaucoup de vendeurs, on va dire... C'est de la CSP+, pas forcément. C'est plutôt des cadres moyens, c'est plutôt des... Ça va plutôt dépendre du lieu, finalement. Okay. Enfin, c'est un petit peu le même Mais en typologie, on est plutôt sur des tranches d'âge... Sur du vendeur, on va dire qu'on est sur des vendeurs autour de 50 ans en moyenne. C'est souvent la typologie de vendeur. Enfin, le vendeur et en acquéreur, en moyenne? En acquéreur, on a des jeunes. On a eu pas mal de primo-accédants en province. On a aussi des gens qui ont déjà un bien et qui veulent changer ou s'agrandir, etc. Mais on va dire qu'on a un petit peu... Alors, on a évoqué l'idée, effectivement, et on comprend la pertinence, comme la question qui était posée par Eva sur le sujet. Vous avez besoin des agents immobiliers, bien évidemment, parce qu'ils sourcent quelque part aussi. C'est fait partie de votre modèle économique, je suppose. Oui. D'accord? Alors, justement, la question, c'est comment vous vous rémunérez quand on sait aujourd'hui que le poids de l'intermédiation sur le prix de la vente, un agent immobilier travaille, alors ça dépend des... Maintenant, on a ce qu'on appelle des néo-agences. Vous avez entendu parler, aujourd'hui, on vous fait tout pour 2 000 euros, pour 5 000 euros, etc. Il faudra qu'on m'explique comment, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, le poids, le variable est entre 4 et 6%. Oui. Voilà. Votre rémunération, elle se situe où dans ce modèle-là? Notre client, c'est l'agent immobilier. D'accord. C'est lui qui vous paye? C'est lui qui nous paye. D'accord. Comment? Il nous paye, on va dire, on a 2 grands modèles économiques. Un modèle avec que de l'abonnement. On va être à 249 euros par mois pour une agence. Et finalement, elle met les biens qu'elle veut. Donc à ce moment-là... L'abonnement à 249 euros, c'est une solution technique, en fait. C'est une solution technique. On est d'accord, parce que vous ne garantissez pas le média. Non, le média, c'est pas notre travail. L'attraction, en effet, non. Vous avez une solution technique. D'accord. Ouais, c'est la solution technique. Donc ça, on a un modèle, on va dire, qu'on appelle, nous, full abonnement à 249 euros. Et on a un modèle avec un peu moins d'abonnement qui va être à 89. Et à ce moment-là, plus 0,3% du prix de vente. Donc en TTC. Donc finalement, effectivement, entre 4 et 6, les honoraires moyens. Donc on va dire 5. Donc l'agent, il lui reste 4,7. Alors, quel est le choix que font vos clients? Est-ce qu'ils prennent à 249 ou est-ce qu'ils prennent les 89 avec un FIS à 0,3?
C'est un très bon point. Alors nous, ce qu'on observe aujourd'hui, et justement, c'est pour ça qu'on a créé ce modèle aussi que de l'abonnement. Justement, vous le disiez justement, un agent qui va travailler dans une zone tendue, il vend tout seul. Donc nous, si on lui dit on va te prendre 0,3, il n'a pas envie de passer par nous, parce qu'il vend déjà tout seul. Mais nous, notre objectif, c'est qu'il vende mieux, enfin, au meilleur prix possible pour le vendeur, avec de la transparence. Donc on a dit, OK, tu peux mettre le nombre de biens que tu veux, mais c'est 249 € par mois, et tu as un outil. Et d'un autre côté, on a des agents qui ne veulent pas porter un coût d'abonnement supplémentaire, parce qu'ils en portent déjà beaucoup, qui vont se dire, je vais utiliser sur quelques biens par an, souvent plus dans ce cas-là des biens plus compliqués. Et ils vont dire, bon, c'est pas grave de laisser 0,3% en cher IMO, puisque sinon, de toute façon, on n'aurait peut-être pas notre com du tout. Voilà. Alors, on a bien compris le modèle. Effectivement, déjà que les agents immobiliers ne partagent pas trop leur mandat, donc l'intérêt des enchères. Moi, ce que je comprends, c'est que les enchères, finalement, le font, vous me dites, si je me trompe, mais c'est vraiment d'essayer de valoriser un peu plus, en termes de price, le bien qui va être mis en vente. Ouais. Quitte à le réduire au tout début pour faire un amorçage de lancement. C'est vrai que si vous voyez un appartement boulevard Beaumarchais, 200 mètres carrés, rooftop avec une terrasse qui démarre à 500 000 €, les gens vont se jeter dessus. Non, je caricature un peu, mais quelque part, c'est un peu ça l'idée. Donc l'idée de votre concept, c'est vraiment d'essayer d'optimiser la valeur du bien. D'optimiser le prix. Après, nous, ce qu'on observe finalement... Vous craignez pas l'effet spéculatif, ça, on ne vous l'a jamais reproché. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on ne l'observe pas. On a fait 307 ventes à date. D'accord. Peut-être 300 combien de temps? Sur 1 an et demi, depuis octobre 2020. Pas mal. On travaille beaucoup. Mais oui, non. Alors après, l'objectif, c'est d'en faire toujours plus. Mais ce qu'on observe, nous, finalement, c'est sur nos ventes, on va dire sur 100% des ventes actées, on va en avoir un tiers où on dépasse l'estimation, les attentes du vendeur. Donc ça, c'est canon, super. Il a gagné un peu plus que ce qu'il attendait. C'est chouette. Et 2 tiers, on va situer entre l'estimation du pro et les attentes du vendeur. Donc là, on n'est pas là en train de doper un marché. On est simplement là aussi d'offrir un outil à un pro pour dire fais atterrir ton vendeur. C'est pour répondre montre-lui la réalité. Aux journalistes qui vous posent la question, est-ce que vous n'avez pas peur de l'effet spéculatif de votre modèle? C'est plutôt une bonne réponse, Eva. Eh bien, merci beaucoup, Louis Duclari, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes cofondateur d'Enchères Immo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et merci Sylvain. Merci Louis Duclari et merci Eva. On va se retrouver demain sur la Côte Immo, diffusée en simultané sur Bismart et sur Radio Immo à la même heure. C'est chaque jour à midi. Merci également à nos invités qui sont passés par le plateau, Stéphane Descartier, la Maison de l'Investisseur, et vous, Louis Duclari. On va se retrouver demain, même endroit, pour parler d'immobilier, bien sûr, comme tous les jours, mais parler d'économie. Et demain, on va parler green. Voilà, on va parler valeurs vertes et nature. Bon appétit à toutes et à tous. On se retrouve à demain.